Un, 2, 3, bonjour à tous, on se retrouve, on est aujourd'hui mercredi 28, mercredi 28, je ne me trompe pas, mercredi 28 juin Mardi 2022, 28, mardi 28. mardi 28 juin 2022, on essaye de vous présenter ce qu'on pense de l'évolution des marchés financiers. Donc, Christophe Machineau, trader en compte propre et formateur, Jean-Étienne Lenné, formateur dans le monde universitaire, Denis Desclos aussi, trader tous en compte propre, et moi-même, idem. On avait compté qu'on totalise à nous quatre plus de 110 ans d'expérience en bourse. Voilà, ça a juste le mérite d'être dit. Jean-Étienne, tu t'es proposé, normalement tu peux partager ton écran, de commencer par une explication sur les taux d'intérêt. Alors je te cède la parole. Voilà, bonjour à tous. Donc, est-ce que le partage passe bien? Pascal, Oui, peux-tu oui, confirmer? oui, oui, oui. Voilà. Alors, mon propos aujourd'hui, c'est de rappeler que sur les taux d'intérêt, on est dans un retournement extrêmement fort. Et je commence par regarder donc les contrats à terme T-Notes 30 ans, en fait, c'est T-Bond, hein, là c'est sur Investing. Donc les T-bonds 30 ans. Et donc, on voit la chute des prix des portefeuilles obligataires à 30 ans. Alors, on a un magnifique double sommet. Donc, je suis en données mensuelles. Il y a un magnifique double sommet. Bien évidemment, je coupe la mèche. Quand on a une mèche absolument dramatique comme ça, on peut la couper. Là, on va dire, les habitudes des chartistes autorisent ça. Et on s'aperçoit en fait que l'objectif du double sommet nous ramène au point de départ d'une énorme hausse globalement depuis 2000. Alors on rappelle pour les débutants que le T-Notes, c'est l'inverse du comportement des taux Voilà, d'intérêt en valeur faciale. voilà. C'est-à-dire quand le T-Notes baisse, ça veut dire que les taux d'intérêt montent en valeur faciale. Les taux d'intérêt montent. Simplement, on va dire que là, on est sur un produit qui n'est pas, on va dire, piloté complètement par les autorités monétaires américaines. Et donc, c'est vraiment le marché et notamment les très grands investisseurs institutionnels comme les assureurs qui vont avoir des problèmes de moins-value qui vont s'accumuler et jusqu'à ce que la réglementation les oblige à prendre leurs pertes. Donc la réglementation n'est pas la même en Europe et aux États-Unis, mais il y a toujours ce même phénomène. Donc là, on a un énorme double sommet et encore une fois, on voit bien qu'il n'y a quasiment pas de support net. Il y en a peut-être un petit qu'on aurait ici, mais il est à surveiller. Mais la dynamique de cette baisse est tellement forte et c'est la deuxième fois que se produit là un grand mouvement de baisse. Il est encore plus grand cette fois-ci. Donc moi, j'ai comme scénario majeur, je ne dis pas que c'est le seul, mais le scénario majeur, c'est qu'on va retourner à ce niveau-là. Et si après, je raccourcis un petit peu sur les contrats à terme de taux à 10 ans, donc toujours sur ce même produit Investing, alors c'est, non, je l'ai mal tapé, c'est TYU2, voilà, TYU2, voilà. Donc là, ce sont les futurs à 10 ans. On retrouve exactement le même phénomène, mais encore presque plus brutal, avec toujours une espèce d'énorme double sommet, et là, qui nous amène un petit peu entre les deux, c'est moins net, mais en revanche, la chute, on n'a pas connu de chute comme ça depuis très longtemps. Or, on sait que la hausse, elle était sur le 10 ans encore un peu plus que sur le 30 ans, elle était soutenue par la création monétaire américaine. Et on va voir que quand on s'approche, c'est encore pire. Là, je regarde le futur à 2 ans, donc FVU2. Voilà, non, à 5 ans, pardon, le 2 ans, c'est encore un autre. À 5 ans, on voit que c'est encore plus fort. Et l'objectif nous ramène quasiment au même niveau, toujours à ce niveau-là. Donc, on voit bien qu'il y a une cohérence, c'est normal d'ailleurs. Hein. Il y a une très, très grande cohérence pour militer sur une très, très forte chute des portefeuilles obligataires. La décollecte obligataire est annoncée aussi par les professionnels comme étant importante. Il y a eu énormément de décollectes et donc tout ceci milite pour dire que les taux d'intérêt vont monter fortement. Je regarde à 2 ans,
Et là, on voit clairement l'impact de la politique monétaire et le résultat pour les détenteurs de portefeuille. Et là, c'est pareil. On a un énorme double sommet qui est fait de 2 rounding top, carrément académiques, hein, notamment celui-là. Ici, on se souvient que lorsque les autorités américaines ont dit mais non, vous m'avez mal compris, on ne va pas remonter les taux parce que la bourse a eu un premier soubresaut. Bon, bah là, les autorités américaines, elles sont coincées. Le marché l'a bien perçu. Et donc là encore, on a un niveau d'arrêt toujours un peu moins net, mais qui nous met au minimum à 2006, qui nous met au début 2006, voire si ça ne tient pas, c'est toujours pareil, c'est 2000. Et donc mon scénario sur les actions, c'est que cette hausse des taux va être très préjudiciable pour les entreprises et que le mouvement qu'on connaît sur les actions va se prolonger. Et alors, si on le prolonge, il n'y a pas d'atterrissage pour moi avant des niveaux très très bas. Voilà, sur les taux. deux remarques par rapport à ce que tu viens de démontrer. C'est qu'on peut en plus, aussi bien sur le 30 ans, le 2 ans, le 10 ans, tracer une droite de support oblique ascendant qui part de 1999 ou 2000, qui supporte les cours et que cette droite de support vient d'être nettement franchie sur les 3 taux d'intérêt que tu viens de montrer. Pour ce qui est du vocabulaire, tu utilises le terme de double sommet. Alors on est carrément dans une configuration de double top, hein. C'est-à-dire que le M est complètement formé, la ligne de coup du M est cassée, et donc ça valide la figure de double top. Je dis ça parce qu'il y a des individus qui confondent le double sommet et le double top. On peut faire un double sommet sans faire de double top, tandis que là on a un véritable double top, hein, qui est 100 fois plus fort qu'un double sommet. Et notamment, il est validé en mensuel. Oui. Donc, il est validé sur une unité de temps très forte. Or, les marchés de taux sont extrêmement… en fait, il y a des tendances beaucoup plus belles sur les marchés de taux que sur les marchés actions. Et on le voit bien, hein, c'est des marchés de grande tendance. Donc, l'inertie de cette tendance, elle est très forte. Surtout que quand on compare avec le crack de 94, sur lequel beaucoup de professionnels se réfèrent, en fait, les mouvements étaient beaucoup moins, comment dire, on partait sur des taux d'intérêt qui n'étaient pas du tout de zéro. Là, on part sur des taux d'intérêt carrément zéro ou négatif. Donc ça, c'est du jamais vu, ça. Et ça donne une force au mouvement. Je vois mal comment le mouvement pourrait s'arrêter. Par exemple, là, sur le 2 ans, pour moi, c'est s'arrêter en race campagne, hein. Voilà. Donc voilà sur les taux, et ça milite pour moi sur une très forte baisse comment dire, des actions. Et je terminerai par juste, je vais passer un peu du coq à l'âne, par le Bitcoin, qui nous a fait une très belle configuration chartiste assez rare, puisqu'en fait, on a 2 choses qui se sont réalisées sur le Bitcoin. On vous en avait déjà parlé, un double sommet en logarithmique. Alors, on n'est pas tout à fait d'accord entre nous, mais globalement, ça nous donne un atterrissage qui est beaucoup plus bas que les niveaux actuels. Moi, j'avais un seuil d'atterrissage aux alentours de 13 000. Alors, double top aussi, donc, hein. Oui, double top aussi, qui me donnait un atterrissage, voilà, par ici, voilà, sur ces niveaux-là. Bon, il ne faut pas être au millimètre près, hein. Et si je repasse en revanche en mouvement non logarithmique sur du plus court terme, on a une configuration de chartiste qui est assez rare mais qui est magnifique. On risque d'avoir ce qu'on appelle un mouvement mesuré. C'est-à-dire que l'oscillation depuis 67 500 jusqu'à 35 000, on peut la reporter à partir de 47 500. Et ça vous donne un très bel objectif à la baisse de la même amplitude. Ça, c'est le mouvement mesuré. Et dans une vague baissière héliotiste, c'est très propre. Et vague héliotiste en 3 temps, ça veut dire qu'après, le marché pourrait repartir. Bon, donc, alors ça aurait été le petit aparté sur les crypto-monnaies, pourquoi pas. C'est vrai que on n'a pas aujourd'hui la présence d'Arnaud Franc-Rouge, qui est un grand spécialiste des crypto-monnaies, mais qui nous rejoindra la prochaine fois, sur lequel on avait eu des échanges déjà au mois de juin. Vous essaierez de revoir les vidéos. Alors, ce qui me plaît de partager à cet instant précis, si je peux partager mon écran, c'est de vous faire un petit aparté sur cette histoire de baisse des taux d'intérêt.
on avait à la FAT, puisqu'on était tous présents, en novembre 2020, annoncé cette hausse des taux d'intérêt avant tout le monde. Il n'y a personne qui parlait en juillet 2020 à l'automne 2020 de la hausse des taux d'intérêt. Vous retrouverez ça sur la chaîne YouTube de l'AFAT. L'AFAT, c'est l'Association française des analystes techniques qui regroupe et qui met en avant l'analyse technique en France. Vous regarderez cette vidéo, on l'a annoncé. Et puis, toujours pour faire un petit parallèle avec l'AFAT, on a eu hier une autre rencontre annuelle avec en particulier l'intervention d'un ancien président de la FAT, Monsieur Laurent Alby, pour ne pas le citer. La vidéo sera mise en ligne dans quelques jours. Vous regarderez qu'on a un avis un peu nuancé par rapport à ce qu'il a annoncé. Il y a des contradictions sur ce que serait la fin de la hausse des taux d'intérêt. Donc on verra, c'est pas pour dire on verra qui aura raison, bien entendu, ça serait le plus triste des débats, mais on va voir un petit peu comment peuvent évoluer les taux d'intérêt. Moi, je suis du même avis que Jean-Étienne dans l'état actuel des choses. Alors, je termine ton aparté par une incise. Même les taux à 10 Je ans. ne sais pas si l'écran est encore partagé, oui. Oui, On le voit mon oui, écran. oui, c'est bon. Voilà, là je suis sur le 10 ans suisse sur très longue période. Ah oui. Et on voit en fait que même ces taux-là, qui ont la réputation d'être quasiment les plus bas du monde, je mets le Japon à part et je pense que Denis et Christophe seront d'accord pour mettre un peu le Japon à part. On voit le 10 ans suisse qui connaît une hausse comme on ne l'a pas connue depuis des années. Et regardez, ça c'était les anciens mouvements. On n'avait jamais connu de reprise aussi brutale. Et je pense que c'est le fait d'être passé en dessous de zéro qui donne une impulsion à la hausse absolument énorme et qui malheureusement pour les entreprises, parce que bien évidemment on ne s'en réjouit pas, même si on pense que la bourse action va baisser, eh bien ça nous donne ça donne un scénario de graves problèmes pour toutes les entreprises qui vont avoir des difficultés financières. Alors il est vrai qu'en plus la BNS, la Banque nationale suisse, vient d'augmenter ses taux par surprise, pas plus tard qu'il y a environ une dizaine de jours, une quinzaine de jours, je crois. Donc, ce qui rend, je vais partager mon écran, on saute non pas du coq à l'âne, mais on apporte des arguments complémentaires. Voilà la force du franc suisse et QI pondéré sur une base heure, donc je vais vous la mettre sur une base mensuelle. Vous allez voir que le franc suisse est très fort. Voilà. Et l'euro-franc suisse a chatouillé la parité cette semaine. Donc c'est aussi intéressant de noter que les capitaux vont vers la Suisse parce que le franc suisse est fort et que c'est une façon de dire que la situation se dégrade un peu partout. Voilà. Alors, il n'y a guère que l'or, je prends la parole parce que dans la continuité, il n'y a guère que l'or qui ne réagit pas hyper favorablement. Je vais vous montrer malgré tout ce que j'ai vu sur... je vais prendre le DXY, là, le dollar index. On en a parlé en aparté de la réunion AFAT hier. Ça, c'est le DXY que je vais prendre en hebdomadaire. Je vais me contenter de rajouter un petit RSI. Et je vais vous montrer qu'on a une divergence hebdomadaire assez nette ici, qui n'est pas encore complètement validée. Les prix montent ou les prix stagnent. J'enlève les points pivots pour... Les prix stagnent ici, sur 2 points hauts, double sommet donc, avec une divergence du RSI sur le dollar index, qui, si elle était validée par franchissement de ce point bas, voudrait dire qu'on serait peut-être à la fin de l'histoire d'un dollar fort. Moi, j'aime bien expliquer ça à mes clients en disant que les taux d'intérêt ont été montés aux États-Unis plus tôt qu'en Europe, donc l'argent a été plus rémunérateur aux États-Unis avant l'Europe, donc les flux ont été un peu plus ces derniers temps vers les États-Unis. Mais si l'Europe emboîte le pas aux États-Unis de monter les taux d'intérêt bientôt, l'argent va devenir plus ou moins
un peu plus rémunérateur en Europe qu'aux États-Unis, ce qui potentiellement renforcerait un peu l'euro et affaiblirait un peu le dollar. Voilà mon explication un peu fondamentale. Je pense que ça tient un peu la route. En tout cas, graphiquement, on a une alerte de dire on est peut-être à la fin de l'histoire d'un dollar fort. Si le dollar s'affaiblissait, évidemment, ça porterait tous les actifs libellés en dollars. Le pétrole, l'or en premier lieu, en second lieu, l'once d'argent, etc. Donc on pourrait revoir, alors que dans l'état actuel on est relativement stagnant sur l'or, on pourrait revoir peut-être, alors ça peut être un biais haussier pour moi, ça l'a souvent été de plaider pour l'or ces temps-ci, mais peut-être que l'or va se réveiller dans les semaines qui viennent, si le dollar baisse. Voilà. Si tu me permets, Pascal, l'or, en effet, patiente, ne baisse pas. Il a quand même des points bas qui sont régulièrement bien revalidés. Là, les seuils de 1800 ont bien tenu. Et pareil pour l'argent métal aussi, qui est sur un seuil de Fibonacci qui ne veut pas casser de 23,6. Et en fait, il est sur des forts supports, très forts supports. Alors Et tant peut-être qu'ils ne sont pas que cassés, tant que les supports ne sont pas cassés, ça tient, c'est pas mais il baissé. faudrait peut-être pas grand-chose. Christophe peut peut-être prendre la parole en me faisant remarquer ce qu'il m'avait commenté en début de semaine ou fin de semaine dernière sur une analyse Ishimoku de l'once d'or en Oui, hebdomadaire. Peut-être qu'on peut apporter un complément d'information à ce niveau-là. oui. Alors je vais commencer par l'or et puis après je terminerai juste par le Nasdaq. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Non, si c'est ton écran, ça, je suis pas sûr. Oui, tiens. Ouais, il y a marqué Gold. C'est bon Oui, pour tout le monde? Oui, c'est toi. Ouais. Et je vais... En journalier, donc l'or, hein, que tu nous indiquais, qui est dans cette phase. Alors, un range, on préfère que ça soit au-dessus du nuage qu'en dessous du nuage. Donc là, je suis sur un graphique journalier. Non, c'est l'écran de Jean-Étienne qu'on voit encore. Jean-Étienne, tu es sur le SMI là, non, c'est ça? oui, oui. Alors, je vais Alors, arrêter Christophe n'a pas partagé son écran pour l'instant. Voilà. J'ai appuyé partager. Christophe a commencé, c'est bon maintenant. Alors, je commence rapidement en journalier. Donc là, c'est le range qu'on a depuis le mois d'avril sur l'or. En range, on préfère qu'il soit au-dessus du nuage qu'en dessous. Donc actuellement, on voit que finalement, après le sommet qu'on a pu avoir au mois de mars, c'est vrai que l'or est un petit peu challengé. Dans le sens, il y a moins de confiance pour 10 000 raisons, mais la principale que tu l'as évoquée, Pascal, quand le dollar monte de toute façon, pour le moment, il fonctionne comme valeur refuge et l'or est très attentiste. Alors, si je le mets en hebdomadaire, on va peut-être avoir plus d'infos. C'est que malgré donc, cette tendance baissière et un range depuis 3 mois sur du journalier, en hebdomadaire, la tendance haussière très long terme n'est pas cassée. Je rappelle beaucoup quand on passe en dessous du nuage et qu'on y reste, donc pas comme ici par exemple, je ne sais pas si on le voit ici au mois de février, on est passé en dessous, on est resté 3, 4, 5 bougies, ici on est juste une mèche, là on est légèrement dessus. Donc si on tient. As-tu la même chose en mensuel? Attends, Jean-Étienne, il y a déjà beaucoup en hebdo. Il y a déjà énormément en hebdo. Ce qui nous intéresse, c'est là, la lagging, qui pour le moment reste au-dessus des prix et peut s'appuyer dessus. Donc, scénario favorable, si on arrive à repasser au-dessus de la telle canne rouge, c'est-à-dire au-dessus de 1850, on est à 1825 aujourd'hui. On a quelque chose d'assez sympathique. Alors, je ne dis pas pour autant pour revenir tout de suite sur les sommets, moins s'en faut, mais en tout cas, essayer de revenir au moins à 1950. Donc, pour faire simple, tant qu'on reste au-dessus la lagging et les prix au-dessus des 1787-88 en clôture, il faut mieux, en tout cas pour le moment, rester encore en position. Mais par contre, en dessous, soyons clairs,
Je pense que si on est à clôturer en dessous donc, de cette zone à 1780-88, c'est une très, très mauvaise nouvelle. D'accord? Parce que là, outre la tendance, donc je reviens sur le journalier, qui commence à être baissière sur l'or, puisqu'on est passé en dessous du nuage, la ligne est bien en dessous du nuage, on va creuser encore plus bas, et alors là, la dynamique, vraiment, on voit l'intérêt du Shimoku, on commence à avoir des plus bas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de façon analogue, on va avoir les nuages qui vont baisser, et on va avoir la Tenkan en rouge et la Kijun en bleu qui vont pointer du nez vers le bas. Et là, on a vraiment une tendance baissière qui se met en place et durable. Donc voilà, c'est pour ceux qui, même ceux qui adorent l'or, honnêtement, si vous voyez dans cet été, pour une raison X ou Y, on reste longtemps en dessous des 1780, je pense que c'est plutôt une mauvaise nouvelle jusqu'à fin d'année, voire plus si affinité. Donc c'est quand même, c'est pas neutre. On est Entendu, ça a l'avantage d'être très bien expliqué et très clair. Voilà. Je vais juste terminer sur, ça peut intéresser. On va passer au Nasdaq après. Je voulais inviter Denis à savoir s'il avait quelques commentaires par rapport à ce qui vient d'être dit. Peut-être, peut-être pas. Alors, oui, j'ai partagé. Je rejoins sur l'or. Je rejoins ce que vient de dire Christophe. Et Jean-Étienne aussi en parlant du mensuel, hein, parce que sur le mensuel, en fait. J'arrive pas à partager. Alors, il faut peut-être que Christophe arrête son partage. Je peux juste arrêter. Ouais. Attends, je sais. Après, on reparlera des indices pour terminer. Donc, pour ce qui est de l'or, voilà, ça c'est l'or en hebdomadaire. Effectivement, hein, pour l'instant, la Greenspan, elle a échoué sur la SSB. Elle est restée dans le nuage. Si on clôture en hebdomadaire sous l'homogénéité 790, pas Christophe, mais 780, donc c'est la même chose. Et en mensuel, je ne sais pas si tu as regardé Christophe, on est quand même, pour l'instant, là, on n'a pas clôturé le mois, hein, mais on est passé sous la Kijun mensuelle. Donc bon. Effectivement, je partage. C'est pas une configuration très favorable. Pour les taux, je rejoins aussi. Simplement, je mettrai un bémol. Ça, c'est le 10 ans américain en mensuel. Les marchés ne descendent jamais en ligne droite, ils montent jamais en ligne droite. Là, on est sur un gros support mensuel. La Greenspan, pour l'instant, il faut voir la fin juin, si elle clôture sous la SSB. Je ne me précipiterai pas pour vendre sur ces niveaux-là. Ouais, potentiellement, tu plaides pour un petit rebond, quoi. Oui, d'autant plus qu'on a une divergence en hebdomadaire qui n'est pas validée. Vous voyez le momentum, là, et le RSI, hein, donc... je verrais bien en fait une consolidation, donc un rebond en fait des cours des obligations avant qu'ils repartent effectivement à la baisse sur le moyen terme. Bon, c'est une hypothèse intéressante. Alors, si rebond des taux d'intérêt en valeur T-note ou baisse des taux d'intérêt en valeur faciale il y avait, est-ce que quelqu'un peut nous dire ce qu'il pense de ce que serait le comportement des indices à plus ou moins court terme à ce moment-là, avec ce qu'on voit dans les graphiques à l'heure actuelle? Christophe, tu voulais parler du Nasdaq? Je vais juste partager mon graphique. Alors, je vais faire celui de court terme, en effet, parce que c'est la période, en termes de timing, on a vraiment exactement ce qu'on doit essayer de rechercher quand on est en bourse sur différents actifs. Est-ce que tout le monde voit les deux graphiques? Oui, on voit très bien. J'ai d'un côté, donc, je rappelle, hein, quand les prix commencent à partir en dessous du nuage, ainsi que la violette, c'est-à-dire les prix retardés, donc viennent confirmer tendance baissière. Le Nasdaq va les 16 700 au mois de novembre.
sur le sommet, il a déjà perdu 34%. Alors, quand on arrive à ces niveaux déjà de 34%, généralement, l'élastique, voilà, quand on a étiré, on a un risque que ça aille dans l'autre sens. C'est ce qui est en train de se mettre en place depuis déjà quasiment 2 semaines. Nasdaq a repris 11%. L'élastique peut continuer. Il peut continuer encore. Donc ça, c'est à gauche, le graphique en journalier. Ça peut continuer encore pendant plusieurs jours. Ça peut même, pourquoi pas, aller pousser jusqu'à 14 000. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire reprendre 15%. Pour autant, même combien même on irait jusqu'à 14 000, on ne passerait pas en tendance haussière, puisqu'on aurait la ligne qui arriverait, qui n'aurait pas encore vraiment traversé le nuage. 12 943 à franchir quand même avant, non? Ah oui, bien sûr. Non, alors là, tout ce trajet va être un petit peu... C'est un peu hypothétique, quand même. Ça va être difficile à faire quand même, non? Ça va être un peu difficile à faire, pour plusieurs raisons. Mais en tout cas, si on garde l'esprit ouvert, on peut pousser jusqu'à 14 000. Et ça reste baissier. C'est ça que je veux dire, c'est qu'on peut encore prendre 14-15% et ça reste pour autant baissier. Donc c'est un scénario qu'il faut garder en tête, mais il y a des barrières. La barrière, elle est actuelle. Je vais essayer de zoomer un petit peu. On essaye, en ce moment, les prix essaient de se faire dépasser par la ligne. Donc on est en plein dessus. Donc si par exemple on est mardi, mercredi, on reste au-dessus des 12 000 et on tourne autour d'ailleurs actuellement, ça peut continuer. Ça peut vraiment continuer jusqu'à il y a 12 900 comme indiquait Pascal, mais à partir du moment où on passera les 12 900, il n'y aura plus grand-chose qu'à 14 000. Donc objectif. Pourquoi 14 000 alors? Pourquoi 14 000 alors? Alors 14 000. C'est que graphiquement, alors je vais le mettre en plein écran, ça sera peut-être mieux, on verra mieux. Graphiquement, quand on fait Ichimoku, la règle principale, c'est d'essayer de chercher les horizontales les plus longues possibles. Voilà la règle de base. Et l'horizontale la plus longue que je trouve actuellement, c'est 14 100. C'est-à-dire vraiment ici, au niveau du changement de polarité ici, quasiment le même niveau là. Ah oui, on a qui joue une super longue ici, donc ça colle. C'est vraiment un niveau c'est un espèce d'overlap qui va attirer les prix potentiellement. D'accord. J'en profite d'ailleurs, tu as une oblique là, qui vient un peu... on est dessus. D'accord. Donc là, pour moi, 12 900, on peut pousser jusqu'à 14 000. Donc je garde l'esprit ouvert. Si on voit par exemple que ça bloque à 14 000 et que ça revient dans le nuage, il ne faut pas réfléchir. Il faut vendre massivement les valeurs technologiques. Massivement, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aurait eu la lagging qui aurait été rejetée violemment et on réintègre le nuage. C'est tout le caractère baissier. Bon, très bien pour le Nasdaq. Je vais juste me permettre de passer sur du court terme. Parce que autant c'est baissier clairement sur du journalier, autant alors je descends, c'est pas non plus de l'intraday, je descends juste sur du 1 heure. Pourquoi? Ça nous permet justement de voir le trou qui avait été fait à 11 000. Alors je vais le mettre en plein écran. Et on voit donc cette espèce de rebound relief, ou rebond des positifs, des boules qui se disent enfin, les prix sont à la cave, il faut acheter, ça ne peut pas aller plus bas. Et ils ont eu raison, puisqu'on est allé de 11 000 à 12 227. Et au moment où je vous parle, sur le Nasdaq, on est à un niveau ultra intéressant, puisque, alors, je ne sais pas si on voit bien le niveau des prix, mais si les prix arrivent d'ici aujourd'hui ou demain à clôturer au-dessus des 12 125, et là, pour moi, certes, il y a 12 127, mais ce qui m'intéresse plus, c'est les 12 125. Alors, pourquoi 12 125, Christophe?
Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la bougie qui a essayé de sortir, de donner l'impulsion pour essayer de sortir en fait de cette zone de compression Tenkan Kijun. Et normalement, si tu clôtures au-dessus, vu la construction, tu devrais avoir la Tenkan qui croise au-dessus la Kijun. Donc, clôture au-dessus de 12 126 d'ici demain, à mon avis, proba très forte de monter. Alors, je ne dis pas 14 000, hein, mais en tout cas, d'avoir un gros. Alors, c'est d'autant plus intéressant que c'est quasiment symétrique dans l'autre sens. C'est-à-dire que si on va. Alors, attendez, je vais tracer ça tranquillement. Si les prix arrivent à retraverser le nuage, et je vais mettre un niveau très très large, parce qu'on peut penser que ça peut travailler dedans, ça ne veut pas dire pour autant que ça va se retourner. La preuve ici, regardez bien, je ne sais pas si tout le monde voit, si les prix vont dans le nuage, ça ne veut pas dire que ça va se retourner, puisque le nuage est un support, et il a bien marché. Ici également, d'ailleurs, on avait un gros plongeon, pas de problème, le Nasdaq a continué de monter en envers. Donc là, on peut descendre, par exemple, jusqu'à 11 830, ça peut encore repartir, comme ici. Donc, on aura le support. Par contre, pour moi, si on passe en dessous des 11 779, c'est vraiment le niveau important en clôture. Donc, avoir au moins, peut-être faire 11 700, et on y reste, on ne mèche pas. On a vraiment une période, attention, parce que je pense qu'on peut piéger beaucoup de monde. On peut avoir même un scénario un peu cata. Bon, très bien, merci. C'était une vue très court terme, mais pourquoi pas. Denis a signalé entre-temps par SMS qu'il était amené à nous quitter. De toute façon, on avait dit pas plus de 30 minutes, 3/4 d'heure, non pas pour arrêter cette brillante analyse court terme. Je sais pas si... Moi, je voulais juste vous montrer, mais c'est pas hyper démonstratif. Je vais partager mon écran. Je voulais vous montrer, là on a parlé du Nasdaq. Je vais pointer du doigt le S&P 500 sur la base daily, par exemple. J'espère qu'on va le voir en daily. Alors, c'est pas en daily que je l'ai, c'est en horaire. Je suis favorable à une baisse de configuration long terme, mais en horaire, on a eu, alors je vais le prendre en 4 heures, ça sera plus visible, pardon d'hésiter entre les différentes unités de temps. On a eu une config de retournement un peu en épaule, tête, épaule inversée, épaule, tête et petite épaule, et on a franchi ce niveau de retournement court terme. On a la même chose sur l'Eurostoxx 50 qui est en train de se produire. Est-ce qu'on va franchir cette zone de niveau? Pas sûr, mais en tout cas sur l'Eurostoxx, c'est un point de repère important court terme qui nous ramène une quinzaine de jours en arrière. Voilà. Mais je reste extrêmement défavorable pour le moyen terme, aussi bien sur l'Eurostoxx 50 que sur le mini S&P. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose ou si on conclut là. Un très léger point sur... Moi, je laisse les Entendu, Denis. Merci pour ta participation. Pascal, un très léger point, si je peux partager mon écran. Alors, j'arrête le partage de mon côté. Alors, je relance le partage du mien. Voilà. Est-ce que... Voilà, ah oui, il faut que j'appuie sur partage. Voilà. Là, je regarde le CAC avec l'OBV. Ah, l'OBV, le fameux OBV. Oui. Le spécialiste de l'OBV, Jean-Étienne. Le problème, c'est que le creux qu'on a fait au mois de mars, eh bien, l'OBV était sur des niveaux qu'on a largement enfoncés. Donc là, on est en train de rejouer le même creux. On reteste le même creux du mois de mars et l'OBV est plus bas. Ça veut dire qu'il y a des sorties importantes. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le marché baisse, il y a de l'activité, et quand il monte, il monte avec des volumes très faibles. Et ça milite pour, et je vais être très mesuré, une extrême prudence. Ouais. Puis en plus, si la semaine finit comme ça, on aura un petit marteau inversé cette semaine une extrême prudence. Qui sera assez révélateur aussi. Voilà. Mais moi, j'ai un scénario qui est très bas, mais à moyen terme. Mais même à court terme,
je pense qu'il faut être extrêmement prudent. À mon sens, les rebonds ont des potentiels très limités. Comme disent les gérants de patrimoine, l'important, c'est pas de gagner de l'argent, c'est éviter d'en perdre. C'est par les temps qui Et courent. Dieu sait si les c'est gérants de vraiment patrimoine ne sont pas à la bonne enseigne en ce moment, avec l'émission de Marc Florentino sur BFM Business le week-end. Le meilleur gérant fait moins 9% cette année. Alors, le seul indice qui connaît un petit rebond, c'est toujours pareil, c'est les Suisses. Là, l'indice a connu un rebond. J'ai une droite un peu spéciale parce que c'est une droite de tendance interne qui ne s'appuie pas sur les creux mais qui passe en plein milieu. Là, l'indice suisse, il a chuté quasiment de façon très, très violente. Là, il a connu un petit rebond. Donc, lui, je le surveille, mais c'est un peu un contre-exemple puisque c'est un marché. On va dire, il faut toujours le regarder en tenant compte de la population qui le joue. Il est très aimé des Suisses, donc c'est un peu un marché un peu local. Donc je le suis à cause de ça. Mais c'est quasiment le seul. Sinon, la plupart des autres marchés, pour moi, donnent des signaux où on voit que les professionnels ont tendance à s'alléger. Bon, très bien. Écoutez, je propose qu'on arrête là. On a fait un petit tour d'horizon assez complet. Il y a des vues un tout petit peu contradictoires par moment sur les hypothèses de rebond, mais je crois qu'on est dans une hypothèse moyen terme relativement pessimiste quand même, avec une orientation à la baisse des marchés. Voilà, alors Christophe, Denis, Jean-Étienne, je vous remercie infiniment. On va vous donner rendez-vous peut-être sur fin juillet, début août, pour, on espère, pouvoir enregistrer une nouvelle vidéo. Voilà, au revoir à tous. Au revoir à tous. Au revoir et prudence.